Bismarck, l'émission, c'est parti. Un grand banquier avec nous et on va réfléchir. En fait, les banques portent quand même énormément de sujets dans cette sortie de crise. Donc, on va en parler très, très largement avec Frédéric Oudéa. Ensuite, on s'intéressera au financement de la recherche fondamentale. Ça aussi, ça m'intéresse. Et puis, les trois Suisses. Ouais, les trois Suisses qui seront avec nous. Allez, c'est parti, c'est Bismarck, l'émission. Frédéric Oudéa est donc avec nous, PDG de la Société Générale. Bonjour Frédéric Oudéa. Stéphane, bonjour. Je suis ravi de discuter avec vous parce que pour le coup, il y a des sujets qui me passionnent, Frédéric, à commencer par, si vous voulez bien, on va partir très large et puis on va redescendre sur la Société Générale. Mais très large, il y a d'abord cette émission monétaire à jet continu. C'est de l'argent magique. On dit en économie, il n'y a pas de repas gratuit, c'est l'une des grandes phrases. Mais en ce moment, c'est de l'argent magique et c'est de l'argent gratuit, Frédéric Oudéa. Alors oui et non. En tout cas, c'est vrai que c'est une injection monétaire comme on ne l'a jamais vu et très utile pour éteindre évidemment l'incendie et absorber le choc lié à cette mesure extraordinaire de fermeture des économies mondiales. Tout à fait. Maintenant, la question, c'est effectivement, est-ce que au fond, c'est facile, ça peut durer pour l'éternité ? C'est ça, où est la limite ? C'est ça la question. Et à la fin des fins, il peut y avoir quand même des limites. D'abord, des enjeux plus pour nous que pour les autres, par exemple les Américains, qui est que la BCE, elle a un traité, elle a des limites quand même dans son action, elle va le plus loin possible, mais quelque part, il y a quand même un accord politique. On l'a bien vu d'ailleurs avec l'Allemagne. Ah ben, vous avez vu la séquence ? Non mais oui. On peut y revenir, Frédéric, 2 secondes, parce qu'elle est formidable cette séquence. On a donc Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ça nous semble illégal ». Et puis les gars sont rentrés dans leur niche, pardon de parler comme ça, et on n'en entend plus parler. La Bundesbank a envoyé, nous dit-on, des documents confidentiels qui prouvent que la Banque Centrale Européenne fait le job et a fait le job comme il fallait le faire. Enfin, franchement, on a l'impression d'une scène de théâtre et de juges constitutionnels qui se sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? Si on va trop loin, on fait péter tout le système. » Alors je ne connais pas suffisamment le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle allemande. Franchement, mais je pense qu'ils y ont réfléchi et qu'ils se sont inscrits, encore une fois, justement dans une forme de demande, probablement, pour conforter la légalité de cette intervention. Je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de voir le virage de l'Allemagne, qui a effectivement, je crois, changé de pied et qui, avec le président Macron, essaie de pousser pour ce plan de financement du rétablissement européen sur la base d'une dette commune. Donc là, on voit que l'Europe est en train de bouger d'un cran. Mais quand même, nous ne sommes pas un seul et même État, comme les États-Unis, avec la Fed, et qui, au fond, peut, sans discussion politique, avancer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a une des questions assez clés. Mais est-ce que juste, on va avoir, par exemple, de l'inflation, un moment ou un autre ? Aujourd'hui, ça paraît... Non, il n'y en a pas, elle est partie, elle a disparu. En tout cas, aujourd'hui, ça paraît presque absurde de parler de ça, de ce concept. Il y a une des questions quand même qui est avec cette injection monétaire massive. On le voit quand même avec des actifs qui restent à des niveaux élevés par rapport à une situation économique plus contrastée. Est-ce qu'un jour, on peut avoir de l'inflation ? Ça fait 10 ans que ça dure, Frédéric. 10 ans que ça dure, cette injection monétaire à jet continu. Il n'y a pas le début du commencement d'une inflation. Oui, inflation sur ce que vous appelez les actifs, c'est-à-dire les marchés boursiers, l'immobilier. Même si sur l'immobilier, j'entends justement des banquiers dire on est peut-être arrivé à un point d'inflexion, enfin, les choses deviennent... Non, avant la crise Covid, déjà, on se posait la question des limites. On est à 6 000 milliards de bilan, je crois que c'est quelque chose comme ça pour la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire, on a été trop loin maintenant. Vous ne croyez pas que justement, on est un seul pays, on est soudé, en tout cas la zone euro, et qu'on a été trop loin pour remettre en cause ce bilan phénoménal ? Je pense qu'on n'est pas de toute façon dans l'idée d'une remise en cause. Et l'Allemagne l'a dit finalement, elle le sait, elle a aussi un intérêt à l'existence de la zone euro, puisqu'au fond, ça lui permet quand même d'avoir, si vous me permettez l'expression, une monnaie moins à un niveau plus bas que si elle revenait au Deutschmark. Tout à fait. Donc on voit bien. Néanmoins, quand même, les intérêts, moi ce qui m'inquiète aussi quand même dans cette crise, c'est la divergence des performances économiques des différents pays, qui fait que néanmoins les discussions futures risquent quand même d'être un tout petit peu plus compliquées encore. Ouais. Une fois qu'on sera sorti de l'urgence. Voilà, exactement. Et j'oserais dire, de toute façon, il n'y avait pas le choix et c'était bien fait, il fallait le faire. Il n'y a pas de doute. Maintenant, la question clé, c'est à 10 ans, et y compris par rapport à ces deux grandes superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, comment une nouvelle fois l'Europe se positionne. Et derrière, il y a des enjeux à la fois politiques, il y a des enjeux économiques. Ça va être une guerre à la création d'emplois, une guerre à la compétitivité, on le voit bien, à la domination mondiale.
Et c'est là où je pense qu'effectivement, il faut que l'Europe politique se réaffirme. Et elle commence aussi à le faire. Oui, il s'est passé quelque chose. Avec la nouvelle commission, on le voit bien. Tout à fait. Sur la politique de concurrence, etc. Ce monde est en train de changer, j'espère, pour une Europe toujours plus forte, toujours plus intégrée. Alors c'est là où le spécialiste des ressources humaines, Éric Albert, me disait quelque chose de très fort qui, j'allais poser la question pour la Société Générale, mais marche aussi pour l'Europe. Il me dit, ne confondez pas en fait cette espèce d'urgence qui nous a imposé une efficacité incroyable et a surpris toutes les organisations avec la réalité de ce qui va se passer après. C'est vrai que ces avancées politiques européennes, on se demande si elles survivront en fait à l'urgence de la crise, Frédéric Oudéa. C'est ça votre sujet. Vous avez raison de faire le parallèle. Dans la crise, toutes les entreprises ont basculé très vite dans des modes nouveaux qu'elles n'avaient jamais testés et il n'y avait pas le choix. Donc elles l'ont fait et bien en plus. C'est un peu pareil pour l'Europe. Elle fait là des avancées très notables. La question, c'est qu'une fois les choses stabilisées, est-ce que par exemple l'épargnant allemand ou l'épargnant néerlandais qui aura des taux à zéro pour longtemps, qu'est-ce qu'il dira finalement à ses partis via son élection ? Il contestera peut-être la chose. À l'inverse, si les Italiens... Et on lui dira, mon gars, t'as pas le choix de toute façon, si tu l'acceptes pas, le système explose. Peut-être, mais c'est là aussi où il faudra suivre les directions politiques prises par les États. Encore une fois, c'est un jeu qui est très complexe. Et d'ailleurs, ça fait que l'Europe, elle est un peu plus lente que la Chine ou les États-Unis a décidé. Mais l'argent gratuit, Frédéric, vous-même, alors donc il y a eu open bar de la Banque Centrale Européenne, 1400 milliards, c'est ça, pour les banques européennes. Vous-même, vous avez eu de l'argent donc à taux négatif, voilà, donc vous avez emprunté et ça vous rapporte. Tout ça est très très bien, mais c'est de l'argent gratuit. Pourquoi y aurait-il une limite ? Pourquoi est-ce qu'à un moment ça s'arrêterait ? Je pense qu'il peut y avoir. On va nous demander, si par exemple on nous demande des efforts budgétaires. Non, vous avez des limites parce que quand même, vous prenez des investisseurs dans le monde, ils ont quand même le choix à acheter des actifs en zone euro ou des actifs en dollars, par exemple. Il y a quand même, on est dans un monde où on n'est pas tout seul. Ils font pareil. Comment ? Ils font pareil. Oui, mais justement, oui, ils font pareil. Mais la question, c'est à la fin des fins, en termes de crédibilité sur, au fond, la force de la monnaie, par exemple, la dynamique économique. Où est-ce que l'argent va aller, in fine ? On est quand même dans un monde, justement, où il y a beaucoup d'argent. Mais quand même, les investisseurs ont le choix. Ou peut-être un jour l'Asie, ou le Singapour, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on est en tout cas quand même, nous, je crois que l'enjeu de compétitivité, l'enjeu d'innovation, l'enjeu de développement économique n'a pas disparu. Et pour moi, une des questions clés aussi à la sortie de cette crise, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir une Europe qui sortira un peu moins vite ? On a été à la fois peut-être, d'un point de vue, pour l'instant, d'un point de vue de la contagion, un peu plus touché que les autres. On voit bien qu'économiquement, le confinement que l'on a fait était peut-être parfois plus fort que les autres et donc le recul du PIB plus fort. Pour moi, la question clé, c'est combien de temps on va remettre pour sortir de cette crise par rapport aux Américains qui vont plus loin encore que nous, probablement, de facto, dans le soutien de leur économie, et les Chinois qui fonctionnent de manière très différente. Donc, moi, vraiment, en tout cas, vous savez, je suis un Européen convaincu. Je pense que c'est une opportunité pour l'Europe d'une certaine manière. Mais par contre, il faut qu'on soit très vigilant une fois qu'effectivement sera passée l'urgence, pour continuer à bâtir. Parce que ce qu'on a fait là n'est que le début, encore une fois, ou la poursuite d'une construction qui n'est pas achevée. Mais ça veut dire que le danger, c'est pas l'inflation, même si j'entends vos... Voilà, c'est la défiance envers la monnaie, en fait. Il peut y avoir. On va trop loin, il peut y avoir si on va trop loin de ce type, ou encore une fois, la conviction sur les actifs européens au regard de la trajectoire de croissance de l'Europe. Mais alors, justement, Europe qui sortirait moins vite, et France qui sortirait moins vite que l'Allemagne. Et rentrons sur la situation française. Vous retrouvez, vous avez fait un boulot formidable qui est vraiment salué par tout le monde. Voilà, je le dis. Et d'ailleurs, vous en êtes très fier, Frédéric Oudéa, de la mobilisation. Oui, là, en tant que président de la Fédération bancaire française. Oui, absolument, parce que si vous voulez, le risque, c'était de ne pas être au rendez-vous, de ne pas assurer parfois les salaires, de la trésorerie des boîtes. Et je pense qu'avec le gouvernement, on a vraiment très, très, très bien travaillé pour mettre en place, en quelques jours, un dispositif totalement nouveau, le PGE, et le déployer. Et en 3 mois, si vous voulez, c'est 115 milliards de demandes. C'est plus que la totalité de la production de crédit aux entreprises de l'ensemble de l'année 2019. C'est ça. Et donc, la mobilisation des salariés est exceptionnelle. Je répète, on a bien travaillé avec les pouvoirs publics. On a formé nos salariés pour être prêts au rendez-vous. Donc, cette première manche, je pense qu'elle est gagnée. Et au-delà d'ailleurs des 105, 110 milliards, moi, ce que je retiens surtout, c'est 500 000 entreprises. C'est-à-dire qu'en plus, ça a été très, très large. Plus de 500 000 entreprises. En moyenne, vous le savez, des prêts à 200 000 euros. Donc, on touche la PME, voilà. la TPE. Alors,
C'est là le sujet. Ouais. C'est que maintenant, elle repart avec parfois l'équivalent de 25% de son chiffre d'affaires en dette à rembourser. Alors on ne sait pas. D'ailleurs, c'est quand? C'est les conditions. Alors, quand, à quel taux? Les conditions ne sont pas encore fixées là. Si vous voulez, oui. D'abord, donc sur un an, les conditions sont fixées. Ouais. C'est 0% plus le versement de la prime. Ça, c'est exceptionnel aussi. Il faut peut-être le souligner. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus cher. Hein. Mais attendez, et les banques, Allemagne, ils ont eu 10-15 000 euros d'injection directe. Oui, alors il y a de l'injection directe au capital. Au capital, 10-15 000 euros. Sachez que les prêts, ou que ce soit en Espagne ou même aux États-Unis, sont plus coûteux pour les entreprises. Donc ça, c'est un dispositif d'argent très bon marché. Ensuite, à la disposition du client qui a emprunté, il choisira la durée de remboursement. Donc il peut aller jusqu'à 5 ans supplémentaires, amortissables. Et effectivement, aujourd'hui, on ne dit pas à combien est le taux dans 6 ou 9 mois sur 5 ans, mais au regard de la situation des taux d'intérêt, ça restera de l'argent bon marché. Donc il faut que les entreprises soient rassurées de ce point de vue. Elles sont sur des marges assez... J'entends beaucoup transformation de cette dette en quasi-fonds propres. Alors, l'idée qu'en fait, on soulagerait l'entrepreneur de sa dette et on le renforcerait en fonds propres, ce qui est quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour notre tissu entrepreneurial. Alors d'abord, il faut quand même être clair, cette crise, elle n'est pas homogène. Elle touche de manière brutale elle a touché de manière brutale certains secteurs. Certains vont rebondir assez vite, d'autres sont de manière probablement plus structurelle affectés. On va voir comment les choses se passent. Et ce qui est clair, c'est que moi, je ne crois pas tellement que les modèles du passé nous permettent de prévoir très bien l'avenir, parce qu'on est dans une crise hors norme. Ce n'est pas un problème de déficit structurel d'investissement, ce n'est pas un problème démographique structurel, c'est un arrêt administratif des économies. Et là, on repart et on le note, il y a des rebonds qui parfois dépassent de très loin les attentes. La question, c'est combien de temps ça va durer, attendons de voir la situation sanitaire, etc. Mais en tout cas, on fera le bilan, et je pense que d'ici 6-9 mois, on y verra plus clair sur qui, effectivement, est très affecté ou qui, finalement, a pu absorber, au fond, assez facilement, la réduction de 50%, de 90% de son chiffre d'affaires pendant 2 mois, ce qui n'est, au fond, aussi que 2 mois de vacances, si j'ose dire. Donc, on verra bien. Ensuite, les PGE, il faut qu'ils soient remboursés. En revanche, nous commençons d'ores et déjà à travailler, effectivement, sur des outils de quasi-capital. Il y aura, à mon avis, différents instruments. Il n'y aura pas une formule unique. Il va y avoir des gens qui iront sur le marché, pour ceux qui peuvent accéder au marché, des fonds de private equity qui peuvent consolider les choses. Les banques elles-mêmes vont injecter peut-être du capital. Elles ont elles-mêmes leur petit instrument de private equity. Et puis c'est vrai qu'on commence à réfléchir... Oui, c'est parce que là, on parle des ETI, on parle des... Alors, voilà, on commence pas des PME. Alors, on commence à réfléchir à des dispositifs qui pourraient être à l'appui d'entreprises, peut-être avec des chiffres d'affaires de 10 millions, 5 millions d'euros, qui pourraient en fait avoir des très bons business models, mais qui effectivement auraient un problème de structure de bilan. Et voir comment on inventerait un nouveau dispositif qui n'existe pas aujourd'hui, en liaison avec les pouvoirs publics, pour consolider dans la durée ces bilans. Voilà. Le travail est en cours. Sébastien Bazin, qui était à votre place il y a maintenant 15 jours, disait c'est quand même, on se gratte la tête. C'est-à-dire, notamment sur l'hôtellerie-restauration, puisqu'il a pris un petit peu l'ensemble de ce secteur à bras-le-corps pour essayer d'aider les gens. Il dit on est quand même dans des situations bilancielles qui vont être des situations très très compliquées. Hein, l'hôtellerie-restauration, c'est évidemment un des secteurs les plus affectés parce qu'ils ont quasiment tous fermé. Et puis ensuite, pour le redémarrage est plus difficile puisque les frontières ne sont pas encore ouvertes. Ouais. Et donc là, il est possible, par rapport à d'autres secteurs, l'automobile semble, en tout cas l'automobile d'occasion, semble repartir du feu de Dieu. Oui, vous l'avez financé d'ailleurs, vous le voyez. On l'a vu très concrètement en France. On est au-dessus de 2019. Bon, voilà, on va voir combien de temps ça dure. Mais selon les secteurs, c'est différent. Et c'est vrai que la restauration est encore handicapée, peut-être par certaines des règles et l'absence de touristes. Donc il faudra voir d'ici la fin de l'année, où on en est. Et c'est vrai que c'est un des secteurs peut-être qui bénéficiera de ce type d'appui. Mais ça met en lumière un sujet profond, structurel de nos entreprises et de notre économie aujourd'hui, c'est le manque de fonds propres. Alors oui... C'est le manque de solidité de pas mal de ces entreprises. Oui, alors historiquement, c'est vrai que la dette des entreprises françaises était peut-être un peu plus élevée. Il faut être prudent sur ces chiffres parce que quand on regarde dans le détail, elles ont aussi beaucoup de trésorerie. Donc, il y a sûrement des grandes entreprises, par exemple, qui ont levé des fonds par prudence. Ouais. Que ce soit avant la crise... Ou parce que c'était gratuit. Avant la crise, ou effectivement, au cours de la crise, en se disant, on ne sait jamais, on va voir combien de temps ça dure. Donc, oui, la dette a augmenté, mais il y a énormément de dépôts aussi des entreprises. Ensuite, c'est vrai que par rapport à l'Allemagne, principalement, on va dire,
les structures de bilan sont probablement effectivement globalement plus fragiles et que cette crise les affecte. Et c'est vrai que le point de différence avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne injecte de l'argent pour renforcer les fonds propres. Exactement. Et donc ça, c'est un point de vigilance. Injecte de l'argent, Oui. baisse la TVA pour la consommation. On a l'impression que leur plan de relance, nous on l'attend encore, le nôtre, leur plan de relance peut être redoutablement efficace et en tout cas cocher toutes les cases. Encore une fois, je crois vraiment que le gouvernement a fait le maximum. Il y a eu beaucoup de fonds spécifiques sur tel ou tel secteur et il y aura probablement donc un plan de relance. C'est vrai que les Allemands y bénéficiaient aussi, il faut le dire, d'une situation budgétaire de départ beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, beaucoup de marge de manœuvre et qu'ils ont ouvert grand les vannes. Et donc il faut qu'on soit vigilant pour éviter effectivement une divergence trop forte des économies. La Société Générale, maintenant, votre banque, Frédéric. D'ailleurs, votre banque qui a quand même été à nouveau secouée plus que les autres en bourse pendant cette crise. J'ai lu notamment des inquiétudes sur le crédit consommation qui, à un moment, a bousculé votre cours de bourse. Je sais ce que vous allez me dire, hein, c'est la question éternelle. Mais une fois encore, il y a un problème de taille sur la Société Générale. J'ai déjà prévu d'ailleurs la réponse à la réponse que vous allez me faire. Je me souviens que c'est exactement la question qu'on posait au patron de PSA pendant 15 ans, qui nous disait non, il n'y a pas de problème de taille, jusqu'à ce qu'à un moment, quand même, il se marie avec Fiat. Est-ce que la Société Générale, dans ces cas-là, ne révèle pas une forme de fragilité structurelle ? D'abord, vraiment, ce n'est pas une question de taille. Et le crédit conso, honnêtement, ce n'est pas le crédit conso. Non, on a eu un problème effectivement spécifique sur nos activités de marché. Oui. Et c'est vrai que notre modèle, où il est spécifique, c'est qu'on a une taille d'activité de marché en proportion du total qui est plus importante que d'autres banques. Et ce sont des activités sur lesquelles les investisseurs s'interrogent. Est-ce que les banques européennes vont être suffisamment rentables ? Et c'est vrai qu'il y a des effets de taille. Donc c'est une des questions qui se posent, alors que ce sont des activités fondamentales en fait pour l'économie. Et on parle de la relance, on parle du financement de l'économie à moyen terme. Les banques ne suffiront pas. Il faut qu'on ait accès au marché. Donc, c'est vrai que le pari de la Société Générale, qui est d'être une des rares banques européennes à garder des activités de marché, au premier trimestre a été un pari difficile parce que nous avons souffert sur une franchise spécifique qui s'appelle les produits d'investissement structurés en actions. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le crédit conso. Sur les effets de taille... Non, mais il y a quand même... Enfin, je ne veux pas... Oui. Peu importe. Mais je crois que c'est une note de Barclays qui mettait en avant des difficultés à venir sur le crédit conso et qui disait la Société Générale... Enfin, en tout cas, la bourse a considéré que la Société Générale pouvait être davantage exposée que les autres sur cette journée-là. Ça me surprend sur le crédit conso. C'était une mauvaise journée, il faudrait que je retrouve la date exacte. Ça me surprend vraiment sur le crédit conso parce que nous ne sommes pas les plus gros et qu'en l'occurrence, je pense que c'est une activité qui, au-delà de l'arrêt, va bien tenir. Non, mais plus fondamentalement, ce qui est vrai, c'est qu'on a en Europe trop de banques. On a trop de fragmentation. Le marché américain, de ce point de vue, s'est consolidé dans la crise et bénéficiait en tout cas à la fois d'une économie plus dynamique, d'un marché plus favorable sur les taux d'intérêt, et en plus de cette consolidation. En Europe, le travail est inachevé. L'union bancaire, qui devait construire un système bancaire un peu à l'américaine, n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Non. Les piliers ont été mis, les fondations, mais on n'a pas terminé le travail. Et un des risques quand même aussi de cette crise, c'est qu'on reste dans une forme de renationalisation du financement des économies. Parce que les gouvernements vont être très attentifs, évidemment, à ce que leurs banques financent d'abord leurs économies. Bien sûr. Et le problème de l'union bancaire, c'est un peu ça. C'est, puis-je, moi, en tant que chef de gouvernement, accepter que mes banques soient possédées par d'autres, avec des arbitrages éventuels qui me soient défavorables. Donc je pense que sur le moyen terme, il faudrait arriver à terminer l'union bancaire pour rendre ce marché bancaire plus efficace, alors même qu'il subit des évolutions structurelles comme le retail ou comme d'autres secteurs, avec le digital. Et comme nous l'avons dit, nous sommes une des rares banques, à mon avis, qui pourrait participer à ce mouvement de consolidation. Le moment venu, c'est pas pour demain, ça c'est clair. Et il faudrait que l'ensemble des inconnus de la régulation soient levés aussi, c'est-à-dire qu'il pèse sur vous de tels inconnus en termes de régulation que de toute façon les achats... Oui, ce sont des choses, ce type de consolidation, c'est des choses très compliquées. Il ne faut pas penser que c'est une partie de plaisir, etc. Il faut effectivement que la réglementation soit stabilisée. Peut-être que ce sera le cas d'ici 12-18 mois avec Bâle, etc. Il y a eu des ajustements. Ça peut être 12-18 mois, ça peut être 12-18 mois, une forme d'accélération du truc. Bâle, vous savez, le problème, c'est que l'Europe, elle a autre chose à faire pour l'instant, peut-être exactement. Que Bâle. Bon, mais quand même, normalement, elle a dit 2023. Donc, 12-18 Et vous voudriez, dans cette période un tout petit peu particulière, qu'il y ait, alors je ne sais pas quoi, certains éléments de régulation qui soient levés, qui pesaient un petit peu lourd sur les banques et qu'on pourrait alléger vu la mobilisation. Il y a pas mal de choses qui ont été faites par le
superviseurs. Et là aussi, je les remercie par la BCE pour tenir compte de cette période exceptionnelle. Eux-mêmes ont réagi très vite, comme les gouvernements, comme la BCE en injectant de la liquidité. Maintenant, je pense qu'il faut regarder effectivement l'avenir. Et au fond, cette crise, c'est le meilleur stress test en vraie grandeur qu'on puisse imaginer. Parce que, la question toujours, c'est est-ce que les grandes banques sont suffisamment solides pour absorber une crise? Celle-là, elle est pas mal. Hein, si on fait du moins 10%, moins 10% de PIB en France en 2000 ou moins 11 en 2020, c'est un beau stress test, supérieur à ce qu'on avait même imaginé. Donc, je mise sur le fait qu'on va montrer que les banques ont aujourd'hui assez de capital pour faire que les superviseurs, mais on revient au début, avec 2 000, 3 000 milliards de la Banque Centrale Européenne, Frédéric Oudéa. Mais dans le stress test, il y a tout, vous avez absolument raison. Il faut être réaliste. Le sujet n'était pas les banques, d'ailleurs. Hein. Le sujet, c'était le financement des économies, les asset managers aussi, derrière ce... Bon, et je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'intervenir. Donc, moi, je pense en tout cas qu'il y a une chance d'arriver enfin, à l'issue de cette crise, à clarifier la réglementation. Et on verra l'appétit politique pour terminer cette union bancaire. Mais quand même, moi je vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis très nombreuses années. Et je me disais, j'ai entendu Frédéric Oudéa, les autres banquiers aussi, dire « on va trop loin en termes de sécurité, parce qu'il y a eu un accident de la route, on met toutes les voitures au garage ». Je me souviens de ça. Heureusement quand même, non, Frédéric Oudéa. On avait eu une crise financière en plus, là. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Et ça montre que ce qui a été fait pour réparer les problèmes de la crise financière sont des mesures pertinentes. Je rappelle quand même, justement, on entre nous tous avec un niveau de capital bien supérieur. On a perdu les repères d'il y a 12 ans. Hein. Oui, heureusement. On est entré... heureusement. Mais on est entré probablement en 2008-2009 avec des ratios de Core Tier 1 qui devaient être aux alentours de 6 ou 7%. Et maintenant, vous êtes à 11-12. On est à 11-12, avec en plus des risk-weighted assets plus importants. Donc c'est clair, cette masse de capital, cette masse de liquidité, c'est ça qui permet aux banques d'aborder cette crise hors norme, avec sérénité. Parce qu'évidemment qu'on aura des impacts sur le PNL, on va avoir des coûts du risque plus élevés, il y a des gens qui vont faire faillite. Mais parce qu'on a ce niveau de capital, on peut absorber, et c'est à la fin des fins ce qui compte, capital et liquidité. Donc oui, il était absolument indispensable de tirer les leçons de la crise. Maintenant, la question, c'est, je répète une nouvelle fois, au regard y compris de cette crise et de la manière dont les choses vont se passer, finalisons l'agenda réglementaire et essayons de progresser encore dans l'union bancaire. Voilà, donc c'est pas un problème de taille, mais enfin, si vous pouviez grossir un peu, ce serait pas plus mal. La vocation la vocation de Société Générale, c'est de faire partie, encore une fois, des très rares banques européennes qui peuvent être parmi les championnes du monde dans certaines activités. Notre vocation n'est pas de rester juste un acteur de banque de détail. Nous sommes impliqués dans le financement des grandes entreprises, nous sommes impliqués sur les marchés. Sur ces activités-là, il y a des effets de taille. Il reste 5 minutes. La mobilisation au sein de la banque, comment ça s'est passé? Ça a été incroyable, une période formidable, si j'ose dire, parce que, évidemment, avec une priorité de protéger les salariés. Donc, à la fois, chaque jour, on regardait l'état sanitaire, où en était la protection de nos salariés, et en même temps, une mobilisation extraordinaire pour basculer quasiment du jour au lendemain, tout le monde en télétravail. Et sans avoir l'assurance que ça allait... Ce qui était considéré comme impossible. Enfin, voilà, jamais vous n'auriez imaginé que vous puissiez faire. Oui, à cette échelle, c'est des dizaines de milliers de personnes, et y compris dans des pays. En Inde, nous avons 8 000, 9 000 collaborateurs. Ils ont basculé en télétravail. Il y a une seule région du monde où on n'a pas pu le faire, c'est en Afrique, parce que les réseaux ne permettent pas d'absorber les volumes de données. Alors, on a protégé nos salariés, ils nous en sont très reconnaissants, et je suis très heureux que l'Afrique n'ait pas subi la catastrophe sanitaire qu'on lui prédisait. Mais ailleurs, on a basculé. Et ça a bien fonctionné. Et si vous voulez, ça donnait d'abord effectivement une énergie. En période de crise, les gens se mobilisent. Mais on a un ciment nouveau d'attachement à l'entreprise et de reconnaissance pour le fait, partout dans le monde, que l'entreprise ait protégé ses salariés. Et donc, on a, je trouve, énormément d'énergie, énormément de lucidité sur la crise. Les gens le vivent. Hein. On savent qu'ils vivent un moment extraordinaire. Mais il y a une forme d'engagement extraordinaire des salariés. Et ça, je les remercie parce que la gestion de la crise, pour moi, directeur général, aurait été totalement différente si, en plus, j'avais eu un problème opérationnel lourd à gérer. Vous voyez, un endroit qui ne fonctionne pas. Non, les choses ont fonctionné et du coup, on a pu se concentrer. Gestion des risques, gestion de nos clients, proximité avec les clients, relation avec les pouvoirs publics sur le PGE, etc. On était très occupés, mais ça a fonctionné. Et de sens retrouver dans le boulot, non? Parce que c'est peut-être le seul endroit, mais Bismarck est fait pour ça, on va le dire. C'est quand même les banquiers, les États évidemment, mais les banquiers qui ont tenu le monde. Écoutez, oui, en tout cas, il y a et les trésoriers d'entreprise, voilà, des espèces de professions maudites. Il y a beaucoup de professions qui nous ont permis de vivre, de nous alimenter, etc. Mais c'est vrai que j'ai souligné, en tant que président de la Fédération bancaire française, que nous étions présents sur le terrain.
Et que je pense que c'est une occasion formidable de montrer notre utilité concrète. Et moi, ça me fait très plaisir de recevoir des témoignages de chefs d'entreprise qui nous ont remerciés pour la mise en place de ce PGE. Et donc, je répète, c'est la première manche. Je suis très conscient qu'il y a une deuxième manche qui va être compliquée entre l'automne et 2021, parce qu'il va falloir aussi traiter les cas dont on parlait. Absolument. Mais en revanche, cette première manche, elle est gagnée, et ça a redonné énormément de sens, effectivement, au travail de banquier. Et avec une proximité avec nos clients qui est restée très forte, que ce soit en agence ou par contact téléphonique ou vidéo. Moi, j'ai discuté avec énormément de directeurs financiers durant cette période. Une chose est claire, me disait-il, soit vous aviez une relation suivie, profonde avec votre banque. Et alors, franchement, mais les PGE, parfois, ont été décaissés, mais en un temps record. Absolument. Soit c'était pas le cas, et c'est vrai que ça a été sans doute plus compliqué. Donc là, il y a sans doute quelque chose qui s'est noué. Je pense que commercialement pour vous, il y a un boulevard derrière quand même. Enfin, alors, vous savez, c'est très intéressant. C'est exactement ce que je dis à mes collaborateurs. Je leur dis, vous savez, on a bâti un capital qu'on appelait en anglais un goodwill avec nos clients sur lequel on va bâtir. Parce que nos clients n'oublieront pas ce qui a été fait dans cette crise. C'est dans les moments difficiles aussi que ces relations se soudent. Et donc, il y a plein de choses à faire. L'environnement va rester difficile, mais c'est l'occasion d'avancer et bien sûr de tenir compte d'avancées structurelles aussi. Le digital, on le sait bien, même si en France, on n'est pas les plus rapides à bouger. On voit ailleurs, dans d'autres géographies, que ça bascule plus vite. Toutes ces tendances structurelles seront néanmoins accélérées. Il y a à la Défense, donc, 2 grandes tours Société Générale. Dans 5 ans, il n'y en a plus qu'une. Ah non, ça va être compliqué. La moitié des gens en télétravail. Architecturalement, ça va être compliqué. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va réfléchir effectivement avec une nouvelle organisation du travail, avec un télétravail qui sera présent dans l'organisation du travail de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée, beaucoup plus pilotée. Et ça nous permettra d'optimiser l'utilisation de nos surfaces. Mais il y aura toujours les 2 tours. Absolument. Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale, était notre invité sur Bismart, l'émission. Marque une pause, on se retrouve dans un instant. Un autre sujet, alors fondamental comme son nom l'indique d'ailleurs, puisqu'il s'agit de financer la recherche fondamentale. C'est Jean-Philippe Zogby qui est avec nous, directeur général de Sofimac Innovation. Et Jean-Philippe, donc, vous avez fédéré 11 partenaires industriels, 19 universités et grandes écoles, un organisme public de recherche, pour donc financer ce qu'on appelle la Deep Tech, la recherche fondamentale. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de ça ? Alors, la Deep Tech. La Deep Tech. Deep Tech, on parle de technologies qui ont une très forte propriété industrielle, une forte barrière à l'entrée, et une technologie qui va permettre de changer totalement l'économie du secteur dans lequel elle va se développer. Voilà. C'est l'innovation de rupture, pas l'innovation d'usage. Voilà, c'est l'innovation de rupture. C'est ce qui fait que pour une entreprise, dans 4 ou 5 ans, elle aura nécessairement besoin de cette technologie qui se crée aujourd'hui. Voilà. Il y aura pas de mystère, il faudra qu'elle utilise cette technologie. Comme aujourd'hui, on utilise un iPhone, le cloud. Si je vous dis que la plus considérable rupture du 21e siècle, c'est une innovation d'usage, et c'est l'iPhone, c'est pas de la deep tech, l'iPhone. Vous auriez pas financé un gars qui vous aurait dit, en fait, on va prendre le téléphone, mais on va lui mettre un écran, vous allez voir, ça va tout changer. Ah bah si. Ah bon ? Ah bah si. Parce que il n'y a pas 200 000 brevets, c'est juste une idée. Ah bah non, dans l'iPhone, vous avez combien de brevets ? J'en sais rien. Vous en avez des centaines. Le premier brevet sur l'iPhone, c'est l'écran tactile. Et à partir de l'écran tactile, vous ouvrez le smartphone. Alors évidemment, il y a la technologie, mais derrière, il faut qu'il y ait une application d'usage qui permette d'avoir une expansion mondiale, bien sûr. La Deep Tech, c'est pas juste un chercheur dans son coin qui trouve une idée géniale et puis voilà, c'est tout. Nous, ce qu'on va financer avec ce fonds sont des projets technologiques qui sortent d'une université et qui veulent devenir un projet d'entreprise qui attaque des marchés mondiaux. Alors, au départ, vous avez une entreprise technologique, vous avez quelques chercheurs, puis petit à petit, on va créer une entreprise complète. Vous levez le fonds dont on parle a levé 41 millions et vous en espérez 70. 70. Des tickets
qui sont de 5 millions d'euros maximum. Oui. J'étais hier avec un gestionnaire d'actifs, Sébastien Lalvé. Lui, il appelle ça, c'est du petit argent. Ah oui. Ben oui. Avec 5... Mais oui, non, mais et qu'est-ce qu'on fait avec 5 millions d'euros si on veut avoir une innovation de rupture qui attaque à l'échelle mondiale? On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Avec 5 millions d'euros aujourd'hui en France, avec les subventions, les aides BPI, les aides régionales, les autres co-investisseurs qui viennent avec nous, les business angels, les fonds de grosse equity, avec 5 millions aujourd'hui apportés par un fonds d'amorçage professionnel, vous levez entre 45 et 50 millions d'euros. Et c'est ça. Et là, vous avez une taille de financement critique, je vais appeler ça comme ça. Et là, à partir de là, on commence à pouvoir faire des boîtes qui ont des dimensions européennes et qui peuvent attaquer leur marché mondial. Alors, c'est la question de fond. C'est pourquoi vous êtes là. Est-ce que l'écosystème français est capable aujourd'hui? Je pense, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez me dire que c'est une innovation de rupture, mais un des trucs les plus extraordinaires que j'ai pu croiser ces dernières années, c'est De Vialet, par exemple. En termes de changement, l'enceinte De Vialet, même Elon Musk, mesdames, messieurs, a acheté une enceinte De Vialet. Il l'a dit la semaine dernière, on va voir d'ailleurs quel effet ça peut avoir sur le marché, mais on est vraiment sur un objet qui ne ressemble en rien, dans son fonctionnement, dans son aspect, à ce qu'il y avait avant. Bon. On sent bien quand même qu'il y a des limites à leur développement. On sent bien que l'écosystème français est peut-être pas capable aujourd'hui de financer un truc qui devrait déjà se répandre sur l'ensemble de la planète. Alors, aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Les start-up nées en France commencent à attaquer leur marché français, puis leur marché européen, et sont obligés d'aller chercher des financements à l'étranger. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui. Mais c'est normal. Et aux États-Unis principalement, en fait. Aux États-Unis, en Angleterre, maintenant de plus en plus en Asie. Mais c'est normal aussi. Vous faites ce que fait un fonds d'investissement. Mettre de l'argent, c'est facile, si vous voulez. Aujourd'hui, de l'argent, il y en a beaucoup. Donc mettre de l'argent, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est d'accompagner l'entreprise, de lui présenter ses premiers partenaires, ses premiers clients. C'est ce qu'on va faire avec Pertinence Invest 2. Nous, sur la phase amont. C'est pour ça qu'on a des partenaires établissements de recherche, établissements d'enseignement et des industriels. C'est pour pouvoir mettre en rapport directement une entreprise qui sort d'un établissement directement en rapport avec un client industriel qui va lui dire « ça c'est bien ce que tu fais » ou « ça c'est bien mais nous on n'en aura pas besoin avant 3 ans ». Donc, voilà le chemin pour arriver aux produits dont on va avoir besoin. Autre exemple que vous connaissez forcément, Bruno Maisonnier, l'aventure Aldébaran Robotics. On a tous raconté cette aventure, le petit robot Nao. Et à un moment, Bruno Maisonnier, que vous avez financé, sauf qu'à la fin, il doit aller au Japon auprès de SoftBank pour... Et oui, et là, tout s'en va. Et il replonge dans une aventure, Bruno. Pas de jugement là-dessus, mais je lui disais, si tu y arrives donc sur l'intelligence artificielle, est-ce que celle-là aussi, tu iras la vendre aux Japonais? Il va falloir qu'à un moment, je lève de l'argent. Il va falloir qu'à un moment, l'argent soit là. Donc, il n'était pas là il y a 5 ans ou 6 ans. Là, vous me dites, aujourd'hui, il pourrait être là pour financer des développements qui sont des... Aujourd'hui, alors, c'est vrai que quand on avait financé Aldébaran Robotics, il y a eu un problème de refinancement à un moment clé. Et il a eu la chance de rencontrer SoftBank et d'avoir cette opportunité de rejoindre le groupe. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a des fonds de grosse equity. Aujourd'hui, on a des investisseurs européens, américains qui s'installent à Paris. Donc, une société aujourd'hui qui a un marché mondial, une bonne équipe, un bon produit, elle peut trouver de l'argent pour se développer. Mais le fait est qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle trouve un industriel pour s'adosser ou faire une introduction en bourse pour donner de la liquidité à ses investisseurs. Science de l'ingénieur, j'adore. Je ne connaissais pas ce terme de science de l'ingénieur. Ça revient. Ouais. Voilà. Ça fait mécano, quoi. Ouais. Ça fait un, Non, mais... C'est génial. Science de l'ingénieur, santé, nutrition. Très large. Pourquoi un tel éventail? Parce que Et est-ce qu'on peut être expert, parce qu'il faut que vous ayez quand même une petite dose d'expertise pour juger de la qualité du projet, dans un tel éventail? Ah non. On est une équipe, nous, d'une dizaine de personnes chez Sofimac Innovation. L'ensemble du groupe Sofimac, c'est 40 personnes, mais sur l'innovation, on est une dizaine de personnes. On ne peut pas tout savoir sur toutes ces technologies. C'est bien pour ça qu'on fait venir avec nous dans le fonds
des experts. Aujourd'hui, ces écoles... D'où les grandes écoles, les C'est universités. 450 laboratoires de recherche qu'elles représentent. Donc l'idée, c'est de dire, quand nous, on a un projet qui nous est présenté pour investir dedans, eh ben, on sait identifier chez nos partenaires le bon laboratoire qui connaît cette technologie et aller chercher cette expertise. Soit la société, le projet sort du laboratoire et à ce moment-là, on le finance. Il est porté comme on l'a fait avec Mob Energy, là, notre premier investissement, sort de l'INSA. Il faut qu'il nous reste 1 minute pour parler de Mob Energy. Soit, hein. Soit, elle n'en sort pas, et c'est nous qui allons créer ce lien avec toute cette foultitude de recherche, de connaissances scientifiques sur tous ces domaines où là, pour le coup, en France, on excelle. Mob Energy, le gars, il a une idée incroyable. C'est pas la voiture qui va à la borne de recharge, c'est la borne de recharge qui va à la voiture. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de rupture... Ah ouais, ça, moi, je veux le voir. De quoi, elle roule sur les trottoirs? Quand je parlais tout à l'heure de rupture, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand vous montez un parking, vous êtes obligé de créer une borne de recharge avec les problèmes réglementaires, le coût que ça représente, et puis surtout, une fois que vous avez mis votre voiture sur la place de parking et que vous y restez toute la nuit, personne d'autre ne peut se recharger. Parce qu'eux, ils ont complètement inversé le mode de pensée, et ils disent, c'est à la recharge électrique d'aller vers la voiture où qu'elle soit garée. Donc, oui, mais ça ne peut marcher que dans les parkings. Alors ça marche aujourd'hui dans les parkings. C'est ça. Ça marche. Je l'imaginais sur le trottoir, moi, à la borne, vous voyez. Non. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Aujourd'hui, quand même. mais ça marche dans les parkings. Oui, c'est déjà formidable. Et en plus, ce qui est super, c'est que vous arrivez dans le parking, vous dites, je reste un quart d'heure. Hop, le robot, il arrive et il vous recharge tout de suite. Ou vous lui dites, je reste toute la nuit. Je viendrai te recharger dans 1 heure ou 2, puisque je vais gérer, avec de l'intelligence artificielle, mon tour de recharge des différentes voitures. Et là, quand je vous disais rupture, là, c'est rupture. Ah oui, là, c'est rupture. Là, c'est rupture. Là, c'est rupture. Jean-Philippe Zogby était avec nous sur Bismart, l'émission. La mode, enfin, entre autres, tout de suite. Dernière partie de notre émission, Karine Schrenzel est avec nous, la patronne. Je vous regarde, Karine, c'est une robe 3 Suisses. Bien sûr, évidemment, Stéphane, je ne sors pas sans ma robe 3 Suisses. Ah oui, c'est ça. En fait, quand on rachète les 3 Suisses, on est obligé de s'habiller. Quelle chance, c'est merveilleux, je suis choisie dans l'entrepôt. Quelle chance. J'avais pas pensé. Non, mais voilà, c'est bien. J'y connais rien, moi. C'est une robe. Et 100% made in France et 100% matière naturelle. Truc de dingue. J'ai été sur le site des 3 Suisses quand même, évidemment, moi je fais mon boulot. Ouais. Petite vidéo pour mettre la couette dans la housse de couette. Oui. Ça fait 35 ans que je mets des couettes dans les housses de couette, ou peut-être même 40. J'avais jamais vu ça. Donc vous allez, mesdames, messieurs, parce que c'est quand même, elle a raison, la jeune fille qui présente le truc, c'est quand même un des vrais sujets du monde contemporain. Mais on est d'accord, pour nous, oui, c'est clairement, non mais sérieux. Mais c'est un truc de dingue. Oui. Vous roulez la couette dans le drap. Allez voir la vidéo, je vais pas le faire, ça nous prendra... Non mais c'est génial. Il y a plein de conseils comme ça, des conseils pratiques. Alors c'est ça qui fait partie... Donc, Karine Schrenzel, elle a racheté les 3 Suisses il y a combien de temps 18 maintenant mois. 18 mois. On a la même baseline, c'est-à-dire les 3 Suisses accompagnent les Françaises avec audace. Oui, absolument. Et nous, on est la chaîne des audacieux. Voilà, c'est pour ça, c'est magnifique. On était, voilà, c'est ça. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Non, mais vous avez, non, c'est la vraie baseline, c'est la mode est à nous. Il y a aussi la mode est à nous. Voilà. Alors, la mode est à nous, c'est la version très courte parce que c'est ce qu'on avait. Je crois qu'on s'était vu au tout début de la reprise. On était, tout début. Voilà. Donc, on n'avait même pas encore pu engager tout ce qu'on voulait faire. On était, voilà. On a très vite interrogé toutes les Françaises. Il y a un certain nombre de Françaises qui ont participé. Il y a eu 10 000 femmes qui ont répondu pendant 18 mois, enfin qui continuent à répondre. Donc, pendant 18 mois et qui vont continuer pour recréer, réinventer les 3 Suisses ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'elle est à nous toutes ensemble, nous, la chef d'entreprise, mais aussi nous, consommateurs, salariés, etc. Parce qu'on a vraiment... Oui, mais vous ne pouvez pas avoir... Enfin, ah si, on a pris des femmes. On a pris des femmes. Vous n'allez pas faire... Enfin, j'y connais rien, mais du prêt-à-porter à 10 000, c'est pas possible à un moment. Alors on a pris... Non, mais on ne peut pas les interroger sur tout, mais on les a interrogées sur les services qu'elles souhaitaient voir sur le site. Ouais. On les a interrogées sur ce qu'elles voulaient... D'où la housse de couette. D'où la housse de couette. D'où le catalogue qu'on a ressorti, qui est magnifique. Vous m'aviez dit ça. Voilà. Et puis d'où on a pris 6 femmes qui ont été choisies parmi ces femmes, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de la mode à 10 000. Et on a pris 6 femmes choisies
parmi ces 10 000 qui ont co-créé avec nous un certain nombre de collections. Quand je vous avais vu, vous me disiez, vous vous rendez compte, c'est quoi le chiffre? Je crois qu'il y a 8000 clientes, Ouais. 8 millions, 8 8 millions de clientes dans la base des 3 Suisses. Et je vous ai dit, ouais, mais c'est Yahoo. C'est-à-dire, c'est des clientes, elles sont inactives, elles sont plus là, elles reviendront jamais, elles ont disparu. Vrai ou faux? Et vous me disiez, non, on va les réveiller. Allez, c'est ça. Et je vous le dis maintenant avec le recul, en 18 mois, on a réussi à rentabiliser la boîte. Ça faisait 10 ans que ça perdait de l'argent. Oh. Faut quand même, voilà. Et surtout, aujourd'hui, je vous avais dit, on va doubler la base de clients. Vous vous rappelez la base de clients actifs? On va y arriver. Alors, on est presque au doublement. Presque. C'est-à-dire, vous passez de quoi? De 2 à 4, c'est ça le... On est de 2 à 3,6. De 2 à 3,6. Donc c'est magnifique. Enfin, voilà, il nous reste encore une petite marche, hein, voilà. Et donc, mais c'est ça qui est important, parce que je voudrais qu'on parle de ce qui s'est joué autour du retail et autour de... Finalement, pas la seule, peut-être pas, mais en tout cas, l'une des vraies crises, sans doute durables, avec là des coûts qui ont été portés, dont les entreprises ne se redresseront pas, c'est peut-être le retail et justement le prêt-à-porter, la mode, l'habillement, etc. Mais en même temps, vous vous disiez, le problème du e-commerce, les amis, c'est que la rentabilité, elle est très, très compliquée à aller chercher. Oui. Donc, entre les deux, là, vous situez-vous. Vous pensez qu'effectivement, là, sur le retail, il y a eu des coûts qui ont été pris. Enfin, j'ai fait la liste. Hein, c'est terrible, il y en a tous les jours. Laal, Naf, Camailleux, Célio, André dans la chaussure. Zara qui ferme 1200 boutiques. 1200 sur les 7400 boutiques. Oui. Bon, vous l'avez dit, c'est une crise sans précédent. Enfin, quasiment sans précédent, en tout cas dans notre souvenir. Oui, mais ça veut dire que ce modèle-là, il était à bout de souffle. Oui, le retail, on l'a toujours dit, on va aller vers plus de web, on va aller vers plus moins de magasins. C'est vrai, retail physique, parce que les gens, et même là, pendant la crise, on a vu des consommateurs nouveaux arriver sur le e-commerce, des gens qui n'avaient jamais encore vraiment consommé en e-commerce. Ils pouvaient aller regarder, se renseigner, mais n'achetaient pas. Là, il y a eu une nouvelle étape de franchie dans ce passage du retail physique vers le e-commerce, ça j'en suis certaine, et c'est des habitudes de consommation qui vont continuer à perdurer après. Donc, il faut trouver l'équilibre. On le disait, le e-commerce, c'est génial, ça manque un peu de contact humain, donc il faut réussir à recréer ce lien qu'ont les boutiques ou qu'on peut faire via... Nous, on avait lancé le catalogue, on a aussi réduit l'offre parce qu'on est convaincu aussi que l'offre la plus large qu'il y a eu pendant très longtemps, la mode de la marketplace la plus large sur Internet, ça marche chez certains et ils sont déjà là, ils sont déjà leaders dans le monde. Mais je pense que c'est intéressant de se différencier, d'être aussi spécialiste, d'avoir une offre, une prescription, du conseil, des vidéos. Oui, mais alors ça, c'est un truc... mais comment elle fait? Je vous ai entendu dire, en fait, service client pour les 3 Suisses, oui. Il faut que si c'est Céline qui vous a conseillé à un moment... Oui. Vous puissiez à nouveau être en contact avec Céline. Absolument. Et pas avec un autre vendeur anonyme. Oui, absolument. Alors, ça, c'est possible? C'est possible. C'est difficile. On m'a prise pour une folle quand j'ai dit ça. Quand j'ai appelé mon service client. Parce que, encore une fois, bataille de la rentabilité face à ça. Bien sûr. Alors, on m'a dit, mais t'es complètement embarré. Je dis, c'est pas grave, c'est pas la première fois qu'on me l'a dit. Alors, on va continuer comme ça. On va le faire. Exactement. Et en fait, j'ai dit, voilà, c'est pas obligatoire. Si Stéphane, vous êtes hyper pressé et vous voulez la première conseillère, bien sûr que vous pouvez avoir la première conseillère. Mais quelqu'un qui aurait déjà parlé à Céline peut dire je préfère attendre 3 minutes et je reparle à Céline. Donc on a fait des chaînes et tout un montage pour que les personnes puissent attendre. On recrée. Alors bien sûr, il peut y avoir des départs, donc on change d'interlocuteur, mais sinon, voilà, chaque personne a son interlocuteur dédié. Et alors ça, on m'a prise pour une folle, mais c'est génial. Ça aussi, ça permet de recréer un peu de lien, de sens humain dans la relation, parce que c'est le problème du e-commerce quand même. Oui, c'est ça. Mais alors parce que je voulais revenir sur les chiffres. Ouais. Puisqu'il y a eu, je crois, la profession autour du prêt-à-porter de l'habillement s'est réunie il y a 2 jours. Chiffre de mai. Alors, on en parlait là avec Frédéric Oudéa, vous avez quand même des secteurs, l'automobile notamment, où vous êtes sur des chiffres vertigineux de croissance de 50%. Pour la mode et l'habillement, c'est encore moins 20% pour la vente au détail. Chiffre du mois de mai, moins 20%. Vous, plus 98% pour les ventes en ligne. C'est ce que vous disiez, ça veut dire c'est de nouveaux clients. C'est de nouveaux clients. Et on a réussi à les séduire et on a réussi. Et une fois qu'ils ont passé cette première commande, entre guillemets, qui est l'étape, ils vont continuer parce que c'est un peu la difficulté, la peur de faire cette première commande. Donc oui, ils vont continuer. Après, il va y avoir plein d'enjeux. Enfin, la crise, c'est pas que... Nous, on avait déjà entrepris cette démarche, mais on va aller vers beaucoup plus de circuits courts. On voit tous les gens qui attendent pendant 6 mois, finalement, la marchandise arrive trop tard, ou au contraire, ils en ont trop pour la saison qui vient de s'écouler, et ils sont en retard sur la saison qui arrive. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le modèle Zara. Voilà, oui. Faut aller beaucoup, oui, mais beaucoup. Alors moi, je crois quand même beaucoup que ça va réimpulser quand même cette envie de consommer un peu plus responsable, made in France, plus de matières naturelles.
au même prix. Il faut être réaliste. Les gens ne veulent pas payer quelques centimes de plus pour avoir la même chose made in France. Mais si on arrive à sortir du made in France, produite localement, avec des matières naturelles, au même prix, là, je pense qu'il y a un vrai chemin à Vous dites prendre. que les 3 Suisses, vous avez basculé d'un quoi 90% made in China, Ouais, même un peu plus, ouais. même un peu plus, Ouais. à un 60% en Europe, c'est ça 88%. 88% maintenant en Europe, Ouais. Et sans augmenter les prix. sans augmenter les prix. Donc ça veut dire Alors, qu'on va on a trouver réduit nos marges, hein, on va pas se mentir. Ouais, voilà, c'est Stéphane, ça. faut qu'on- Oui, mais enfin, on a l'ensemble de pris ces des paris. distributeurs du retail, s'ils s'effondrent, c'est que leurs marges, elles n'étaient pas non plus, à mon avis, Oui, puis il y avait extraordinaire. énorme. Bon, il y a le retail, il y a les frais, la boutique. Et après, je veux pas. Oui, voilà, non, mais je suis bien pas sûr. chez eux et Tout à fait. et voilà. Mais clairement, on est obligé de réduire nos marges brutes. Mais ça veut aussi dire qu'il faut peut-être pas produire en se disant, ce qui est le cas aujourd'hui quasiment toutes les marques. Je vais vendre 60% en solde, à moins. Donc dans ma marge, que j'inclus déjà que 60% va être vendu à moins 60%, etc., etc. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être revenir à des productions plus. Moi, j'ai eu des ruptures. Moi, je n'arrête pas d'avoir des ruptures parce que j'ai pas produit de façon massive certains très bons produits. C'est la vie, mais au moins, je me retrouve pas à me dire je crée un prix à 99 en me disant que de toute façon, je vais le vendre à 49 en solde pour la moitié. ça, c'est intéressant, dites donc. Voilà. Donc, je produis moins, j'ai des ruptures, mais c'est la vie, c'est pas grave. Et au moins, on brade pas tout le temps. Mais l'ensemble des fournisseurs de ces grandes chaînes de Ouais. retail, Ouais. il va leur falloir du débouché quand même. Ils vont là, revenir ça va vers être- vous, ils vont... Là, ça va être très, à mon avis, les soldes qui arrivent vont être extrêmement Compétitifs. compétitifs. Voilà, vous avez trouvé le bon mot. Moi, en tant que On sent le client, je métier. vais dire... On sent le métier. Compétitive. Compétitif. Voilà. Compétitif. Ouais, ça va être assez violent, hein, je pense. Et puis là, on le voit, et tous les jours, il y a des nouvelles annonces, des nouvelles marques qui se mettent. Voilà. Donc on va voir ce que ça nous réserve. Mais je pense quand même qu'ils reviennent aussi. Ils vont peut-être plus vite revenir vers le circuit court. Vous avez fait un choix, et c'est au cœur de toute votre démarche, Ouais. de tout internaliser. Ouais. Internaliser l'ensemble de vos fonctions support, mais je veux dire, même vos développements, quand vous parlez de vos développements clients, etc., et tout, c'est fait en interne, il faut que ce soit fait en interne. Alors, tout ce qui est IT, 100% en interne. On a notre équipe et on se voit avant tout comme une boîte tech quand même. On est une boîte tech. Je pense que c'est la tech au service, justement, de la relation plus humaine, etc. Mais il faut avoir des services tech hyper agiles, hyper rapides, hyper performants. Et j'ai une équipe, pour le coup, Mais pas c'est des gars canon. qui sont ultra sollicités, j'imagine. Ouais, il bah. reste- alors, Non, mais c'est sûr. on parle des bien 3 sûr. Suisses. Le groupe, il s'appelle Shop Invest. Bien sûr. Il fait le chiffre d'affaires global de Shop On Invest. communique pas trop. Il y a Ruduco qui vient de rentrer, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros maintenant. Eh ouais, quand même. Ouais, Ah oui, quand même. quand même. Et comme disait, chef d'entreprise auquel je vais rendre hommage très régulièrement, Bruno Van Riep, qui vendait du logiciel à l'époque où ça se vendait sur étagère. Et c'était pareil. Et il me disait, il faut en vendre. C'est-à-dire, des centaines de millions d'euros, quand vous vendez des trucs Mais à c'est 20 ou quoi 30 euros, c'est pas des C'est immeubles. pas des quoi. voitures ou des immeubles, on est d'accord. Exactement. On est d'accord. Je Hein peux vous dire que j'en vends de la robe. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Il Oui, faut en vendre. Il faut en vendre. Et puis, je pense que... Mais de garder, d'internaliser la tech, et c'est un peu notre recette Shop Invest, entre guillemets, on mutualise l'IT pour tous nos sites. Mais Parce comment qu'au vous voulez début- garder vos gars super début- sollicités en disant reste avec nous, tu bosses pour les 3 Suisses? Bah arrête, c'est génial. Je sais. Mais non, mais on a sans fait doute, une vous diffusez transformation quelque géniale. chose, de toute façon, ça se voit. Si vous regardez maintenant même les pages Instagram, le nouveau catalogue, le site, comment on l'a revu, etc., il est quand même... C'est pas la même chose que quand vous étiez allé le voir il y a 18 mois. Il a vraiment changé. Je crois que je n'avais pas été le voir il y a 18 Oh, Stéphane. Bon, bah, je vous enverrai une capture d'écran, mais il est vraiment mieux. Et donc, en plein confinement, et Ouais. ça m'avait échappé, vous avez racheté rue du Commerce Ouais. à Carrefour. Oui. C'est costaud. On a eu un confinement bien chargé. Oui, parce que... C'est quoi il y avait une opportunité? Oui, il y avait une Ouais, opportunité. c'est ça, il y avait une opportunité. Parce que sinon, vous vous dites, attendez, on va attendre un peu Voilà. que tout le monde ressorte, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe et on va voir les dégâts. Non, Ouais. vous avez dit, on le rachète tout de suite, on y va, on fait. Je crois que c'est le propre de l'entrepreneur. Ah bah on est, ça, on mais est ça, des animaux. là, on est- c'est intuitifs l'incarnation, Et Karine, il faut c'est prendre des risques. extraordinaire. Il faut prendre des risques, sinon c'est pas de l'entrepreneuriat. Oui, mais vous comprenez, c'est ce moteur qui me fascine. C'est que des risques, ça fait combien de temps que vous en prenez? Moi, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Moi, j'ai commencé presque... Et vous êtes drogué à ça. Complètement, c'est horrible. Et pendant le confinement, je me disais, mais pourquoi en fait? Et bien, c'est la passion en fait. Non mais c'est vrai, je me suis dit, tiens, j'ai le temps de réfléchir. Pourquoi je fais ça au juste? Je me suis dit Je la crois même que c'est chose. la passion qui nous... Mais voilà, Parce que nous, on commençait à lancer notre cette truc. lancée, là, dans- Qu'est-ce que j'étais fou dans ce truc? en plein milieu de ce Covid et de... Bah ouais, mais je crois que c'est la passion qui nous anime, c'est l'envie, c'est Ça diffuse un bonheur. une énergie. Que je n'imaginais pas. Voilà, mais voilà. Et même pour les équipes, et même pour... Je crois qu'il y a
il y a un élan qui est, même j'ai vu, moi j'ai trouvé que les équipes avaient été formidables pendant le confinement. Donc, alors je vous l'ai pas dit, mais en fait c'était la séquence là, c'était combat d'entrepreneurs, ça n'a aucune importance. Et ce que j'avais mis comme bandeau, c'était comment affronter Amazon. Quand on est avec les 3 Suisses, l'ensemble de vos sites, il y a des sites de bijoux, il y a de la cosmétique homme. Tiens, vous m'avez appris que la cosmétique homme, ça n'avait pas marché comme vous attendiez que ça marche. Ouais, parce qu'à l'époque, moi, quand je me suis lancée, j'ai tout fait aussi. Au début, j'ai parlé de vendre le logiciel, je vendais la crème, je faisais les colis. Non, parce qu'ils avaient annoncé, tous les gros groupes annonçaient 150% de croissance, 153% de croissance par an, etc. On va tous s'y mettre. Alors ça a eu lieu en Asie. Mais pas en Europe. Mais pas en Europe. Ouais, voilà. Pas en Europe. Donc il y a tout ça, et maintenant il y a Rue du Commerce, donc ça veut dire que vous allez être sur l'électronique grand public, enfin sur le high-tech, la maison connectée, etc. Donc là oui, c'est. On se recentre. Alors oui et non. Avec quoi? Avec une French Touch, avec. Alors il reste une 30. Ouais, alors très rapide. Trois choses. D'abord, on se recentre, on reste des spécialistes. Amazon est un généraliste et c'est un excellent généraliste. Nous, on se recentre. Là, on va être high-tech, maison connectée. On coupe tous les autres segments. Deuxième chose, c'est un peu la recette Shop Invest. On en parlait. On migre l'IT, la logistique, le service client sur notre plateforme commune. Ça va faire 10 ans aussi que finalement, Rue du Commerce n'avait pas été au sein d'un spécialiste e-commerce. Oui, tout à fait. Et troisième chose, on va quand même capitaliser sur une force énorme qu'a déjà Rue du Commerce, qui est le capital confiance. Il a été élu encore pour la 2e fois consécutive site de confiance e-commerce par excellence par vos collègues de Capital. Ça existe, non, mais c'est vrai. Oui, vous connaissez le magazine quand même, vous le lisez. Oui, non, mais bien sûr, grand respect. Non, c'est le label confiance. C'est comme pour les marques, la marque préférée des Français et tout. Il y a une très forte confiance. Et Cognac, c'était le premier en 99 qui se sont créés. 2005, première marketplace en France. Enfin, c'est extraordinaire ce Rue du Commerce. Et d'ailleurs, c'était marrant. Un des 2 fondateurs que je connais pas m'a écrit un petit mot en me disant je suis content que ce soit de nouveau chez des entrepreneurs. Donc c'était sympa. Mais juste, et 2 autres choses très intéressantes, et c'est ce que vous avez commencé par ça sans qu'on le sache. Le conseil, la vidéo, le service. On a lancé le pack reprise sur 3 Suisses, sur Rue du Commerce, pardon. Sur Rue du Commerce, pack reprise, génial pour consommateurs. On peut renvoyer son produit dans les 12 mois après l'achat et on récupère 80% de sa valeur. Génial. Et économie circulaire. De la même façon que là, on a fait du Made in France. Toute l'économie responsable, solidaire, etc. Et puis une pointe d'entrepreneuriat, Stéphane, ça va marcher. C'est merveilleux. C'est merveilleux, les amis, c'est merveilleux. C'est Bismart l'émission, voilà. Et on se retrouve demain.